c'était pas privé que le gars ait vu, mais c'est comme ça. Vincent Gelozo m'envoie son sujet hier. Il dit, j'aimerais ça qu'on fasse un genre de bilan de la CAQ, parce que là, on comprend que la CAQ est en train de s'effriter tranquillement. Je disais, ben Colin, ça tombe bien, on a Pierre Fitzgibbon demain, fait que peut-être que Pierre va vouloir répondre à tes questions. Je suis pas certain, finalement, que ça s'est bien passé tant que ça avec un petit peu de recul avec Pierre Fitzgibbon. Mais on va quand même faire ce beau bilan-là avec Vincent Gelozo. Monsieur Gelozo, vous êtes salué. Comment ça va? Comment ça va, toi? Ah, ouais, ça, regarde. Ben, on est tous prêts de s'amuser. En fait, là. vous êtes une gang. Patricia, je m'excuse. Je voulais pas t'oublier. Là. On est tous là, Vincent. Toute la gang. Hey, un bilan de la CAQ, là. Comment t'abordes ça? Là? Tu te dis-tu, on se fait un bilan sur le PIB, sur la productivité, sur tout ce qui va bien? Je sais pas s'il y a tant de choses qui vont bien. Comment on part? Ben écoute, commençons sur un peu les tendances de l'économie depuis 2018. La réponse, c'est que... puis là, je parle pas des politiques publiques, on va juste parler des résultats pour que les gens se donnent une idée. Le Québec n'a pas particulièrement bien performé, mais il n'a rien fait d'exceptionnel. Il n'a rien fait d'exceptionnellement mal, mais il n'a rien fait d'exceptionnellement bien. En fait, quand tu regardes... Il n'a pas fermé l'écart avec l'Ontario de beaucoup. Là, je sais que M. Legault aime dire qu'il l'a fermé, mais en réalité, si tu fais certains ajustements qui sont nécessaires, notamment le fait que sur la différence du coût de la vie entre les deux provinces et pour la taille des ménages, parce que tu veux t'assurer de comparer le plus possible des pommes avec des pommes, le Québec n'a pas vraiment rattrapé. Il y a eu un petit rattrapage, et même s'il avait rattrapé avec l'Ontario, c'est pas exactement une grande réussite, largement parce que l'Ontario est... en fait, c'est une personne qui court de moins en moins vite dans le marathon. Donc, c'est ça, rattraper quelqu'un qui court pas particulièrement vite, c'est pas particulièrement impressionnant. Donc, l'écart, c'est pas vraiment refermé de manière que tu peux dire, du moins pas de la même manière qu'on a vu dans les années 40, 50, 60, 70, où est-ce qu'il y avait vraiment un rattrapage plus rapide du Québec relativement à l'Ontario. Ouais. C'est encore pire si tu regardes relativement au reste du Canada, moins l'Ontario. Donc, tu dis, OK, on va prendre toutes les autres provinces. Mais là, le Québec, en fait, n'a pas réussi vraiment à fermer l'écart. En fait, il y a des provinces, notamment, par exemple, Terre-Neuve, qui ont fait des améliorations quand même assez impressionnantes, étant donné que c'est une province historiquement pauvre. Donc, il y a eu... le Québec n'est pas pas performé très, très bien. Mais il n'y a pas non plus de détérioration. Non, c'est ça. Mais ça se peut que je vais essayer de... Parce que je viens de l'avoir en entrevue, puis Pierre Fitzgibbon est quand même un architecte là, de l'économie sous la CAQ. Puis lui, il a écrit une lettre au PM ce matin dans la presse où il dit « Tu as réussi à infléchir la courbe du fameux écart de richesse avec l'Ontario. Les Ontariens n'ont pas dormi au volant de leur économie. On a simplement mieux fait. » Puis j'y en ai parlé. Là, je m'excuse, mais l'Ontario... C'est factuellement faux. Ben, c'est faux. J'ai les chiffres. Le PIB par habitant a diminué entre 2019 et 2024. On n'a pas retrouvé le niveau d'avant-pandémie. Le PIB réel a baissé, passé de 3,9 en croissance à 1,2. Quand il parle de l'écart, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes le Québec et que tu le divises par l'Ontario. Donc, si, mettons, disons que toi, tu faisais 20 000, puis moi, je faisais 10 000, bien, mon revenu en pourcentage du tien, c'est 50 %. Ouais. Si moi, je monte à 11 000, bien, je suis rendu à 55 %, excuse-moi, de ton revenu, à 12 000, 60 %. Ah ouais, L'idée, c'est que, au fur et à mesure que me rapproche de ton 20 000, je me rapproche de 100 %. Lui, ce qui fait référence, c'est ce chiffre en question. Ouais. Mais ce chiffre-là n'a pas vraiment bougé. Et si tu tiens compte du fait que le coût de la vie a changé différemment entre les deux provinces, mais aussi qu'il faut tenir compte de quelque chose qui est nécessaire de tenir compte quand on fait des comparaisons de niveau de vie, il faut qu'on ajuste pour la taille des ménages. Donc, tu veux savoir combien il y a de personnes par ménage. Donc, si tu as des grands ménages, ben c'est pas la même chose. 10 000 dans un ménage de 10 personnes, ça va pas aussi loin par personne que 10 000 par personne dans un ménage de 10 personnes. Ouais. Parce que tu as des économies d'échelle. Tu as des choses qu'il faut que tu tiennes compte. Ce qu'on appelle en économie, c'est des equivalent scale. Il faut que tu ajustes pour créer des adultes équivalents. Il y a des manières de faire ça. Mais quand tu le fais, le Québec n'a pas vraiment rattrapé. Et l'Ontario, en fait, a surtout ralenti. En fait, l'Ontario, c'est présentement l'homme malade du Canada. Ouais. Parce que quand tu compares avec les autres provinces ont des performances beaucoup plus acceptable. Donc, c'est l'Ontario, en fait, qui
qui est pas particulièrement performante. Le Québec a juste pas vraiment fait d'amélioration. Donc, sur les faits, je pense que c'est le temps que l'ancien ministre réalise que peut-être il est biaisé dans la situation. Ben, je pense qu'il voulait se donner la médaille, là, puis il l'a fait, mais tu sais, en même temps, le pays... Je connais quelqu'un qui s'est donné une médaille au cours de la fin de semaine. Qui? Le président des États-Unis s'est donné la médaille du Nobel. S'il veut aller là, je vais le laisser prendre la médaille, mais je veux dire bravo pour le trophée de participation. Mais pour revenir au Québec, la discussion d'économistes sur le PIB, je la comprends. Mais en même temps, parler de PIB, c'est bien, mais quand tu arrives à l'épicerie et que 2 steaks à 69$, tu te dis, bon, écoute, le PIB, c'est intéressant, mais il y a aussi le coût de la vie, tu en as parlé. On peut aussi l'aborder, j'imagine, dans le bilan, parce que l'inflation... Oui. Il y a 2 choses. Quand je dis qu'il faut corriger pour le coût de la vie, le PIB, naturellement, on tient compte du coût de la vie. Donc, on fait ce qu'on appelle du PIB en dollars réels. Ouais. Mais quand on fait dollars réels, il faut aussi des fois qu'on tienne compte, on dit, bien, est-ce que le dollar réel du Québec, il est la même chose que le dollar réel de l'Ontario? Donc, un peu, c'est pour dire, on va enlever l'inflation, mais l'inflation en référence à quoi? Les prix au Québec. Mais si les prix au Québec sont toujours 2 plus bas qu'en Ontario, disons, bien, il faut aussi qu'on tienne compte de la différence entre le Québec et l'Ontario, pas juste la différence à travers le temps. Donc, c'est quand je dis ajuster pour le coût de la vie, c'est 2 choses. C'est pour rendre les places géographiques, les différentes géographies, donc l'Ontario et le Québec, comparables. Ouais. Le PIB, quand on le calcule, on enlève l'inflation dedans par définition. C'est pour ça que si jamais vous voyez un article dans la presse puis ça dit le PIB réel ou le PIB en dollars enchaîné de 2002 ou le PIB ajusté pour l'inflation, bien, ça veut dire qu'on a retiré le changement des prix, puis ce qu'on a, c'est le vrai gain de revenus réel que tu as. Mais l'inflation joue un rôle. Tu sais, je veux dire, au Québec, puis à toutes les fois qu'ils sortent les chiffres, le Québec tire toujours le reste du pays vers le haut. Au dernier chiffre, j'y vais au pif, là, mais c'était quasiment 1% de plus d'inflation au Québec. Je comprends, on peut probablement mettre la bourse carbone là-dedans, puis etc., mais reste que notre inflation est plus fatigante qu'ailleurs au Canada. Là. Bien, ça va. C'est pour ça qu'une partie de l'écart, je te dis, du PIB réel n'a pas fermé beaucoup avec l'Ontario. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'inflation. Fait que, ce que tu dis, c'est déjà dans les chiffres. Ouais. Donc, c'est, comme on dit, it's baked in. Maintenant, la chose qu'il faut, je pense, un peu comprendre, c'est que le gouvernement Legault n'a pas été particulièrement performant. Il a fait des déficits absolument importants. Oui. Ils ont commencé avant la COVID. Donc, l'excuse de la COVID n'est pas du tout disponible. Et après? Pour ça, parce que la partie du déficit avait commencé. En fait, si tu prends l'effort fiscal qui avait été fait par le premier ministre Couillard avant, à peu près les 3/4 de la discipline fiscale qui avait été faite, si tu calcules en termes de la taille du déficit relativement au PIB puis aux différentes règles budgétaires, si tu veux. Les 3/4 avaient déjà disparu dans l'année pré-COVID où est-ce que M. Legault était premier ministre. Il avait déjà commencé. La trail était déjà entamée. Là. Bien, ils étaient déjà rendus au bord ouvert des dépenses publiques. Ouais. Donc, il y avait déjà ça. La COVID leur a donné une licence pour faire beaucoup plus. Et ensuite, après la réélection, il y a eu des dépenses largement incontrôlées, notamment sur des projets de développement économique qui ont été des flops de A à Z. Donc, je ne suis pas du tout aussi optimiste que ça. Donc, c'est pas une politique économique qui a été très, très bénéfique. Puis une des raisons qu'on le voit, c'est que les marchés financiers s'attendent à des augmentations du coût de la dette. En fait, ils nous donnent des augmentations du coût de la dette parce qu'ils s'attendent à, fondamentalement, qu'on va devoir soit augmenter les impôts, ce qui va réduire la croissance, ou bien qu'on a plus de risques parce qu'on n'est pas sérieux dans l'effort de déficit budgétaire, de réduction du déficit budgétaire. Donc, présentement, là, ça, c'est le point que je suis en train de construire vers, c'est que celui qui va payer les coûts des politiques budgétaires absolument dévergondées du gouvernement Legault, c'est la personne qui va succéder. Bien, c'était ça mon point. Celui qui s'installe le prochain, il y a de la job.
Ben, en fait, oui, pas juste la job, mais il se retrouve avec la position très, très malheureuse d'être. Parce qu'en économie, il y a moi, il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle James Buchanan, puis il parle d'un concept qui s'appelle l'illusion fiscale. L'illusion fiscale veut très simplement dire que celui qui fait les déficits a tous les bénéfices politiques maintenant de faire les déficits, mais les bénéfices d'un surplus, donc l'inverse d'un déficit, les bénéfices sont toujours dans la personne subséquente ou dans l'avenir. Donc, le politicien a toujours une sorte d'incitation à faire des déficits parce que les returns sont pour lui. Mais celui après qui va se retrouver avec la canne, la proverbiale canisse qui a été kickée jusqu'à ce qu'elle ne peut plus être quittée, celui-là va avoir juste les coûts d'éliminer le déficit. Lui, on a l'air d'un malade qui coupe tout ce qu'il y a à couper au gouvernement. Là. Exactement. Puis ça va être son successeur à lui qui va avoir l'air d'être le bon Jack. Parce que c'est son successeur qui va avoir les surplus. Et puis on a l'exemple, mais ce que tu dis là c'est comme... c'est comme M. Couillard, en un mot. Exactement. C'est pète puis répète. C'est M. Couillard, l'austère, et François Legault, le bon grand-papa. C'est ça. Là. Exactement. Donc, je comprends qu'il y a la narrative à Radio-Canada. J'ai vu, par exemple, une entrevue de Mme Marie-Louise Arsenault avec le chef potentiel du Parti libéral, Charles Milliard. Il disait, mais là, est-ce que vous allez refaire l'austérité? Il n'y en a pas eu d'austérité sur les libéraux. Tout ce qui s'est passé, c'est que les dépenses ont augmenté à la même vitesse que l'inflation, plus la croissance de la population, de telle sorte qu'il n'y a pas eu de baisse dans les dépenses réelles par personne dans toutes les années de M. Couillard. Ça, c'était la grande austérité, c'est qu'on a gardé les dépenses constantes par personne. Ce qui est si c'est ça de l'austérité, il faut vraiment avoir un certain... faut avoir un esprit un peu déviant pour définir ça comme de l'austérité. Mais cette discipline-là, qui était on va garder les dépenses constantes par tête de pipe ajustées pour l'inflation, c'est pour ça que M. Legault a pu être réélu en 2022 avec une si grande popularité. C'est qu'il y a eu tous les bénéfices politiques du surplus de M. Couillard. Moi, je pense que il y a eu tous les bénéfices. En fait, des déficits en plus. Lui, il y a eu c'était le mauvais politicien au très bon moment. Oui, au meilleur moment possible, je te dirais. Là, je vois qu'il faut se quitter, mais juste avant, tu viens d'aborder M. Milliard. Est-ce que je suis seul entre toi et moi qui trouve qu'il y a beaucoup de vide dans ce que nous présente M. Milliard? Je peux lui donner une chance de peut-être d'approfondir là, ses promesses, mais tu sais, moi, quelqu'un qui me dit qu'est-ce que vous allez faire? Je vais redorer l'économie. T'sais, il me semble que ça manque un peu de jus. Là. Je trouve que ça manque de quelque chose. Là. Écoute, je vais être en anglais, on dit I'll be very sanguine, donc un peu cruel avec M. Milliard en deux parties. La première, c'est que j'ai entendu le ministre Fitzgibbon nous dire la même chose à plusieurs fois pendant les dernières 8 ans. L'ex-ministre nous dire ça pendant les dernières 8 ans. Et on a eu Nordvolt, Lyon Électrique, des ballons dirigeables qu'il fallait subventionner pour une raison quelconque. Flying Wells, qui d'ailleurs, juste dans le nom, est absolument... C'est épique comme... c'est vrai, pareil. Une vraie baleine. Une vraie... pour des fins rhétoriques, c'est absolument fascinant. Mais ça peut être le même discours. Redorer l'économie, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu vas faire du dirigisme économique avec plus de subventions, avec plus de tentatives d'essayer de donner une impulsion de l'économie? Madame Anglade disait la même chose, puis elle voulait nationaliser 2 secteurs de l'économie québécoise, ce qui n'est pas vraiment dans ma définition pour moi. Ou est-ce que tu parles d'idées libérales qui seraient de déréglementer, de penser à quel type de taxes réduisent la croissance économique? Est-ce qu'on pourrait shifter le mix de taxes vers, par exemple, des frais d'usager au lieu de taxer, par exemple, le revenu ou le revenu entrepreneurial ou les gains en capitaux? Est-ce qu'on pourrait avoir un système économique où est-ce que c'est plus permissif pour l'entrepreneuriat? Toutes des bonnes questions. C'est très, très vague comme affirmation, mais c'est là la deuxième partie de mon commentaire qui est cruelle. C'est je ne sous-estime jamais la capacité du Parti libéral de ne pas faire la chose qui est dans l'étiquette, c'est-à-dire être libéral. Effectivement. Merci, Vincent. C'est un beau close encore. T'as le sens du punch. J'essaie de faire ce que je peux. Comme dirait Dunlop à McCracken, quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. Salut. Quand j'ai le temps. Salut. Bon, on sait que t'en as pas beaucoup de temps, t'es un professionnel. Salut, Vincent.